Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. On démarre la rentrée 2024 avec un récapitulatif des news de l'été. Et évidemment, l'été, c'est la saison des fouilles. Alors en France, on a eu des fouilles à Canjuers, par exemple. On en a eu aussi du côté d'Aix-en-Provence, à Menat, où Cédric Jurassic a participé, à Lodève, où j'ai participé, donc vous pouvez aller voir les vidéos sur les chaînes respectives. Il y a eu des fouilles aussi du côté de Villeveyrac, et il y a eu des fouilles évidemment à Angeac-Charente, le fameux site au sauropode géant, et justement, il y a un nouveau sauropode qui a été découvert pendant ces fouilles sur le site de Angeac. On le sait parce que évidemment la presse en a parlé, mais on le sait surtout grâce à la chaîne de Mazan, le fameux paléo-artiste qui a couvert l'événement. Il a fait beaucoup de vidéos qui en parlent, des vidéos qui n'ont pas assez de vues. Non mais regardez-moi ça, 280 vues, c'est ridicule. La vulgarisation paléontologique sur YouTube est morte, quoi. 280 vues alors qu'on découvre un sauropode géant. Vous imaginez un peu la chose, là, vous avez des gens qui flirtent avec le million de vues, alors que tout ce qu'ils font c'est du pillage, ou c'est ouvrir des box avec des fossiles qui ont été achetés illégalement dans des pays étrangers, et pendant ce temps-là, vous avez Mazan qui publie une vidéo d'une vraie belle grosse découverte d'un sauropode géant découvert en France, ça fait 280 vues, non mais, partagez les vraies bonnes chaînes, quoi, partagez la bonne parole, partagez Mazan. Voilà, que ce soit dit, que les choses soient dites. Regardez cette magnifique découverte, je vous ai isolé un petit segment là de cette vidéo. Donc ce que vous regardez là, ce sont des vertèbres. Vous avez une grosse vertèbre ici, une grosse vertèbre là. On s'apprête à la voir ici, voilà, le centrum de la vertèbre, magnifique. Et donc ce sur quoi ils sont en train de travailler là, c'est un bassin d'un nouveau sauropode géant. Ils ont des fragments de fémur, vous voyez, il y a des côtes là qui traînent dans le fond et tout. C'est de la folie furieuse de ce qu'ils ont découvert. Donc allez voir la chaîne de Mazan, allez voir le petit carnet paléo, qui est le site de Mazan, et où il parle de toutes les news d'Angeac. Bref, allez voir de la vraie bonne vulgarisation scientifique sur la paléontologie. Répandez la bonne parole. Ce nouveau sauropode d'Angeac, il n'est pas encore publié, contrairement à ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Donc on démarre la revue de la littérature scientifique publiée, avec cet article publié dans la revue prestigieuse Science, et qui identifie pour la première fois l'impacteur du cratère de Chicxulub. Ce n'est pas une comète qui a tué les dinosaures, nous dit cet article, c'est en fait un impacteur de type chondrite carbonacée. Alors ça peut paraître un peu fou furieux comme mot comme ça, le mot chondrite carbonacée, mais en fait vous connaissez très bien les chondrites carbonacées, puisque par exemple la météorite de Murchison est une chondrite carbonacée, c'est la fameuse météorite qu'on a retrouvée en Australie et qui nous a donné des acides aminés. Donc ça fait partie de très vieux bolides qui parcourent l'espace, qui se sont formés dans les premiers temps de notre système solaire. Donc bref, ce sont des très anciennes météorites, ces météorites carbonacées, et elles sont notamment connues pour donner des acides aminés, voire même des fois des nucléotides. Donc ce sont les briques de base de la vie qui sont contenues dans ces météorites, qui les ont rendues, en tout cas jusqu'à présent, célèbres, mais maintenant elles sont aussi célèbres pour avoir causé l'extinction des dinosaures, nous dit cet article. Donc ce qu'ils ont analysé, ce sont les isotopes du ruthénium. Donc ils ont fait des analyses géochimiques, quoi, la chimie de la roche, et notamment un truc qui s'appelle le ruthénium. Et en comparant donc les isotopes du ruthénium, c'est ce que nous montre ce graphe, on arrive à classer les météorites en différentes catégories, et notamment l'impacteur de Chicxulub, donc c'est ce qu'on voit ici, là, celui qui a causé l'extinction Crétacé-Paléogène, en bleu, il tombe au milieu des météorites carbonacées, que vous voyez ici en noir, et une qui est un carré bleu. CC pour chondrite carbonacée. Donc cette analyse confirme l'identification de cette météorite comme étant une chondrite carbonacée. Ce n'est pas une comète. La différence avec une comète, c'est qu'une comète c'est de la glace essentiellement. Donc ce n'est pas une comète qui a tué les dinosaures. Et en plus, les chondrites carbonacées ne courant pas l'univers, on sait qu'elle vient du système solaire, cette chondrite carbonacée, mais de au-delà de Jupiter. Donc c'est pas les météorites qu'on trouve dans la ceinture qu'il y a entre Mars et Jupiter. Ce sont des météorites qui viennent de plus loin,
qui viennent d'au-delà de Jupiter, mais toujours dans le système solaire. Donc ça vraiment, ça nous localise assez bien l'origine de cette météorite. Donc on a désormais maintenant une très bonne idée de qui est le coupable de l'extinction des dinosaures, ou du moins, si vous préférez, si vous aimez bien l'alternative volcanique, vous pouvez dire en partie de l'extinction des dinosaures. Mais on est bien d'accord que balancer des gros cailloux sur la planète, de toute façon, ça n'a jamais fait du bien à la biosphère. On reste dans le Mésozoïque avec les ptérosaures maintenant. Alors une nouvelle analyse proposée dans la revue PeerJ, et qui est en fait une modélisation du squelette et de la musculature des ptérosaures pour essayer de comprendre un petit peu comment ils s'envolaient, ces ptérosaures. Ils ont donc fait des simulations d'envol de ptérosaures, donc 3 types de scénarios. Un scénario où le ptérosaure est en position bipède, s'agenouille et se déploie, enfin déploie ses ailes. Une position où il démarre en posture bipède, mais finalement se déploie d'abord ses ailes avant de plier les genoux, et une position où il démarre de façon quadrupède. Donc c'est une position qu'on retrouve chez certaines chauves-souris qui décollent comme ça de façon quadrupède, en s'appuyant avant tout sur les bras, et en fait ils s'appuient sur les bras et s'envolent en déployant après leurs ailes. Donc ils ont essayé ces 3 scénarios-là, et il se trouve que le scénario, en fait tous les 3 scénarios fonctionnent, mais il précise quand même que le scénario où il démarre en quadrupède en s'appuyant sur les bras offre le plus de possibilités, en tout cas offre le plus de puissance musculaire. C'est-à-dire que là, ça marche, en gros, A et B ici, ça fonctionne, mais ça offre moins de puissance en fait que C. C, il y a plus de puissance, il y a plus de puissance potentielle, voilà, c'est ça vraiment la grosse idée. Il y a plus de puissance potentielle dans un scénario où il démarrerait à 4 pattes, donc il favorise un scénario de démarrage à 4 pattes. Il faut voir qu'ils n'ont pas simulé un scénario où l'animal en fait s'envolerait d'une falaise, ou un scénario où l'animal s'envolerait d'abord en courant. Donc un démarrage bipède en courant, comme le font par exemple les canards quand ils sont sur l'eau par exemple. Donc ça, ils ont pas simulé. Donc bref, ça veut dire que le scénario C est le plus plausible, mais il est très très loin d'être la seule alternative possible. Retour chez les dinosaures avec de nouvelles empreintes de pas de dinosaures qui ont été découvertes à la fois au Cameroun et à la fois au Brésil, et qui sont en fait exactement les mêmes empreintes, et les analyses géologiques montrent qu'elles ont même été faites exactement dans la même formation géologique. Ce qui veut dire qu'en fait, le Cameroun et le Brésil étaient connectés. Bon, évidemment, dans un contexte gondwanien, on ne s'attend pas à autre chose que le Cameroun et le Brésil étant connectés. Oui, mais là, on est au Crétacé. Et ça nous indique beaucoup de choses sur l'ouverture de l'océan Atlantique et de la chronologie de l'ouverture de l'Atlantique au Crétacé. C'est-à-dire que on pourrait s'imaginer que l'océan Atlantique s'est ouvert comme une sorte de braguette de haut en bas. Eh bien non, en fait, on a d'abord une ouverture de l'océan Atlantique par le haut, puis une ouverture de l'océan Atlantique par le bas. Alors on retrouve par exemple des mosasaures, d'abord en Namibie, puis en Angola, et donc on a maintenant ces empreintes qui nous indiquent qu'au Crétacé inférieur, eh bien ces 2 parties du monde étaient encore très largement connectées, suffisamment pour que les mêmes empreintes de dinosaures soient trouvées dans exactement la même formation des 2 côtés sur les 2 continents. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de comment la paléontologie, en fait, influence d'autres disciplines scientifiques. Donc là, en l'occurrence, la géologie et la tectonique, puisque là, en ayant exactement les mêmes organismes terrestres des 2 côtés de l'Atlantique à une époque donnée, ici le Crétacé, eh bien c'est un point solide dont il faut tenir compte dans n'importe quelle modélisation de la dérive des continents, puisque il faut bien qu'ils puissent passer à pied de l'un à l'autre. Et oui, tout simplement, tout bêtement. Donc c'est un article qui est très très intéressant, qui est un peu passé inaperçu, je trouve, mais qui est très très intéressant puisque c'est une implication directe en fait dans un champ de recherche qui n'est pas directement la paléontologie. Et ça c'est beau. Une étude publiée dans Nature, Ecology and Evolution qui a fait beaucoup de bruit. On a trouvé de la ferraille dans les dents des varans de Komodo, et ça veut dire que les dinosaures, ils avaient aussi de la ferraille dans leurs dents. Oh, arrête ton charbénure. Attention.
A-t-on trouvé de la ferraille dans les dents des varans de Komodo? Oui, ça, c'est vrai, et même dans d'autres espèces de varans d'ailleurs. Donc il y a une toute petite surcharge de fer ici dans le bord des crénelures de ces dents de varans de Komodo, ça c'est vrai. Est-ce qu'elles ont un rôle dans le renforcement de la dent? Parce qu'évidemment, quand on a un truc comme ça, on se pose immédiatement la question, mais à quoi ça sert? Waouh! Bah oui, peut-être, mais non, probablement, parce que en réalité, la raison pour laquelle on s'en rend compte qu'en 2024, alors que les varans de Komodo, on connaît quand même ça depuis très longtemps, c'est parce que c'est littéralement le premier truc qui fout le camp quand l'animal meurt. Donc ça résiste à rien, en fait, et pas beaucoup à l'érosion, en tout cas. Donc est-ce que ça a vraiment un rôle dans le renforcement de la dent? Bof. C'est ce qu'ils disent dans l'article, en tout cas, c'est vraiment un truc qui a vraiment qui se préserve pas, quoi, en fait. Et donc si ça se préserve pas, c'est que c'est pas si robuste que ça, mais en tout cas, c'est bon, comme c'est quand même localisé très précisément dans la crénelure, ça donne quand même très 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 envie de dire que ça sert à quelque chose quand il faut arracher de la viande. Mais bon, ça rend pas la dent si résistante que ça. Et est-ce qu'on trouve ça chez les dinosaures? Parce qu'évidemment, si vous avez certainement lu ça quelque part pendant l'été, waouh, les dinosaures, ils avaient des renforcements en fer dans les dents pour pouvoir arracher la viande, et ça les rendait terribles, les prédateurs redoutables, tout ça. Eh ben non, c'est littéralement l'opposé des conclusions que cet article donne. Ils ont analysé des dents de dinosaures, il n'y a pas de fer dans les dents de dinosaures. Alors, ils ont évidemment analysé des dents qui étaient très très bien préservées, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le premier truc qui fout le camp quand l'animal meurt. Donc évidemment, il faut quand même analyser des dents qui sont très bien préservées, mais même les dents de raptors et de tyrannosaures très très bien préservées et qu'ils ont pu étudier ne contenaient pas de fer dans la crénelure. Donc si vous avez lu ça quelque part, hein, que les dents de dinosaures étaient renforcées au fer, eh ben sachez que c'est l'opposé des conclusions de l'article dont ils sont censés avoir tiré cette information. Tada! Ne me remerciez pas. On reste chez les carnivores, mais maintenant on passe aux humains, avec toujours publié dans Nature, mais cette fois Nature Comportement Humain, Human Behavior, une revue, je savais même pas qu'elle existait, une autre succursale de Nature, je ne savais pas qu'elle existait, avec cette étude qui se propose en fait de documenter la chasse à l'épuisement chez les populations humaines modernes. Alors la chasse à l'épuisement, c'est ou endurance running en anglais, c'est en fait quand on chasse un animal mais qu'on le harcèle jusqu'à ce que l'animal soit épuisé. Semble-t-il que les êtres humains sont très doués à ça, et ça explique notamment pourquoi les humains ont des adaptations à la course de fond, notamment nos pieds, hein, la voûte plantaire, le tendon d'Achille qui est très très puissant chez l'être humain. Ça explique pourquoi on transpire aussi, puisque la transpiration c'est un mécanisme de refroidissement très efficace mais qui n'existe que chez nous, en tout cas qui est plus développé chez l'être humain que chez n'importe quel autre mammifère. Bref, ça explique pas mal de choses au niveau physiologique chez l'humain, cette chasse au gros gibier par épuisement, mais jusqu'à présent, c'était pas documenté chez tant de populations humaines que ça. Et du coup, ça c'était une épine dans le pied de cette théorie, hein. Ça expliquait beaucoup de choses, certes, mais ça n'expliquait pas, ça ne se retrouvait pas chez beaucoup de populations humaines modernes. Donc ils ont fait des analyses de la littérature et des analyses biomécaniques, évidemment, pour revoir évidemment l'idée que ce serait si important que ça d'être bon coureur de fond pour faire de la chasse à l'épuisement. Parce que si vous prenez les Khoisan, donc ce qu'on appelle vulgairement les Bushmen, ils font de la chasse à l'épuisement, oui, mais ils se servent aussi de poison. Donc il n'y a pas que la course de fond qui est importante dans la chasse à l'épuisement. Et ils ont quand même réussi, donc, en faisant ça, à documenter la chasse par l'épuisement chez beaucoup de populations de chasseurs-cueilleurs modernes et récemment éteintes. Donc ça va dans le sens en fait que oui, la chasse à l'épuisement, ça a pu être un facteur assez important dans l'évolution humaine, et que donc, comme je le disais, ça peut expliquer pourquoi on a une telle endurance, pourquoi on est très bon coureur de fond, etc., etc.
Alors la chasse par l'épuisement, c'est évidemment une adaptation, enfin c'est évidemment un comportement qui permet de chasser le gros gibier. Donc si on arrive à montrer que ce mode de chasse, on va dire, est ancestral chez l'être humain, ça veut dire que la chasse au gros gibier a eu une énorme importance sur l'évolution humaine, ce que j'avais temporisé dans une vidéo précédente. Mais, Joker, je vais me justifier. Bon, déjà, je suis pas contre fondamentalement l'idée que la chasse au gros gibier ait pu avoir une position importante dans l'évolution humaine, c'est juste que je pense que c'est tout aussi important de proposer des hypothèses alternatives. On n'a pas forcément besoin de la chasse au gros gibier pour expliquer l'évolution humaine, c'est ce que j'avais expliqué dans une précédente vidéo. Néanmoins, s'il se trouve que effectivement la course d'endurance, la transpiration et pas mal d'autres adaptations physiologiques humaines sont explicables par la chasse au gros gibier, ça veut pas forcément dire non plus que la chasse au gros gibier était extrêmement importante. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais les poulpes, voilà, les poulpes, on parle jamais suffisamment de poulpes, on ne le répétera jamais assez, les poulpes c'est hyper important, les poulpes ont des gonades, et certaines espèces de mollusques céphalopodes ont même un tentacule qui est spécialement, enfin chez les mâles évidemment, ont un tentacule qui est spécialement adapté pour aller chercher la semence et la mettre dans la femelle. Donc tout ça, ce sont des organes qui sont hyper spécialisés. On serait donc en droit de croire que les poulpes se reproduisent extrêmement souvent pour justifier l'existence de ces organes. Eh ben pas du tout, ils se reproduisent qu'une fois dans leur vie et ils crèvent. Donc c'est pas parce que vous utilisez beaucoup un organe que cet organe sera plus important qu'un organe que vous utilisez qu'une seule fois dans votre vie. L'important, c'est la sélection naturelle. L'important, c'est à quel point cet organe est important pour votre succès reproductif. Et donc, la chasse, donc dans le cas des poulpes, si l'organe ne sert qu'une seule fois, mais que c'est pour la reproduction, alors cet organe est hyper important et va prendre une importance colossale dans le développement de l'animal. Et chez l'être humain, si la chasse au gros gibier n'est faite qu'une seule fois dans la vie d'un être humain, mais que ça lui permet de se reproduire, parce que les femelles sont super impressionnées de le voir chasser un gros gibier, eh ben on va développer des adaptations à la chasse au gros gibier de façon beaucoup plus importante que pour aller cueillir des baies ou aller chercher des œufs ou retourner des tortues. Important aux yeux de la sélection naturelle ne veut pas forcément dire que c'est un comportement habituel. C'est juste là où je veux en venir. Donc je ne me prononce pas, encore une fois, contre l'idée que la chasse au gros gibier a été importante dans l'évolution humaine. Il faut cependant toujours rester prudent et tempéré. C'est pas parce que quelque chose est resté aux yeux de la sélection naturelle que c'est forcément un comportement habituel. Donc voilà, il faut toujours garder un esprit ouvert par rapport à ça. Oui, on apprend des choses, oui c'est important, mais il y a aussi des alternatives qu'il ne faut pas oublier. On reste en évolution humaine, mais cette fois-ci on va parler de la banane. La banana a une importance considérable dans l'évolution humaine, le sachiez-vous. Il y a 55 000 ans, les êtres humains arrivent dans l'archipel océanienne. 55 000 ans, c'est ce qui avait été montré récemment par la découverte de nouvelles peintures rupestres, ou en tout cas la datation de peintures rupestres qui montrait qu'elles avaient été faites il y a 55 000 ans en Indonésie. Donc 55 000 ans, l'être humain arrive sur l'archipel indonésienne, et il y a 2000 ans, il commence à cultiver la banane. C'est ce que nous propose ce nouvel article, aussi paru dans une autre succursale de Nature Ecology and Evolution. Je sais pas combien ils ont de sous-journaux, Nature, mais ça commence à faire beaucoup. Donc ils ont montré à travers cet article pluridisciplinaire, donc je comprends pas tout, je vais pas vous le cacher. Il y a des analyses de pollen, il y a des analyses sédimentaires. Donc les analyses sédimentaires et polliniques montrent qu'il y a eu une augmentation en fait de la quantité de graminées, ce qui indique un recul de la forêt, donc une déforestation. Les analyses sédimentaires montrent qu'il y a eu terrassement du sol par endroit, donc c'est ce que vous montre cette carte ici et cette coupe sédimentaire là. Et d'autres analyses de pollen montrent que il y a eu cultivation de la banane, il y a eu soudainement une augmentation après le terrassement, il y a eu une augmentation du nombre de pollen de banane, donc ça montre qu'il y a culture de la banane. Donc vous voyez, magnifique pollens et phytolithes qui montrent l'augmentation du nombre de bananes. Vous voyez là, on voit les graminées,
on voit la forêt qui régresse. Donc les graminées qui augmentent, la forêt qui régresse, et les bananes qui arrivent ici à ce moment-là, en plus d'éléments lithiques, donc des outils en pierre. Donc ça, c'est l'être humain qui se pointe en Australie il y a 2000 ans pour cultiver la banane, et ça c'est très intéressant parce que à l'époque, à part des aborigènes, il n'y a rien en Australie. Donc ça veut dire que les aborigènes, ils étaient aussi agriculteurs, ils n'étaient pas seulement chasseurs-cueilleurs, ils étaient aussi capables de cultiver, et ça c'est une grosse révolution dans ce qu'on croyait savoir de la culture aborigène, c'est que bien avant l'arrivée de colons néolithiques en Australie, eh bien, il y a eu cultivation de la banane par les aborigènes. On recule un peu dans l'arbre de l'évolution humaine avec les Homo erectus en Europe avant l'homme de Néandertal. Ce que nous propose cet article, c'est de nouvelles datations que vous voyez dans ce tableau ici, de nouvelles datations de sites à travers toute l'Europe. Donc des sites qui contiennent à la fois des outils oldouoyens et acheléens. Donc l'oldouoyen, ce sont les galets aménagés. L'acheléen, ce sont les bifaces, en gros, pour faire simple. Donc l'oldouoyen est plus vieux que l'acheléen. L'oldouoyen est généralement attaché au Homo habilis, l'acheléen est plutôt attaché au Homo erectus. Ceci étant dit, Homo erectus a aussi fait des outils oldouoyens. Et de ce fait, on pourrait s'attendre à ce que l'être humain soit sorti d'Afrique par le Levant et soit arrivé en Europe par l'Est. Oui, mais c'est sans compter de nouvelles datations de sites en France et en Espagne qui indiquent qu'il y avait aussi des représentants de la culture oldouoyenne, donc la plus ancienne, dès 1 million 2, on a même un site qui monte jusqu'à 1 million 4 en Espagne. Donc là on a ici 1 million 3 à 1 million 6, et même en France, vous voyez, les plus vieux sites avec de la culture oldouoyenne en France, ils ont, vous voyez, 1,2 million d'années même. Donc là, on a 1 million d'années, là, on a 1,2 million d'années, 1,1 million d'années. Bref, il semblerait aussi que l'Europe de l'Ouest ait eu sa propre porte d'entrée pour la culture oldouoyenne. Donc on a deux portes d'entrée en Europe, une porte d'entrée donc par l'Est, mais aussi une porte d'entrée par l'Ouest, par le sud de l'Espagne, donc une croisée en fait depuis l'Afrique jusqu'en Espagne, en passant par probablement Gibraltar, à l'occasion peut-être d'une baisse du niveau de la mer. Pourquoi pas, ça il n'en parle pas, mais en tout cas il y a probablement eu un pont à un moment. Bref, c'est une étude très intéressante qui recalibre la date d'arrivée et la modalité de dispersion des pré-néandertaliens en Europe. Et on termine sur les homininés avec Homo naledi. Homo naledi qui a été l'objet d'une grande controverse pendant cet été, puisque c'est la continuité de la controverse à propos du documentaire qui était sorti et que j'avais déjà critiqué au moins à 2 reprises dans de précédentes vidéos, donc je vous refais pas tout le truc, mais en gros, il y a l'équipe de Lee Burger, découvreur d'Homo naledi, qui disent que Homo naledi enterrait ses morts, et il y a tous les gens qui ont décidé qu'ils n'allaient pas le croire. Et la controverse tourne autour du fait que la sortie du documentaire a très largement précédé la sortie de la bonne science. À l'heure où je vous parle, il n'y a toujours aucune publication acceptée qui soutienne qu'Homo naledi enterrait ses morts. À l'époque du documentaire étaient sortis des préprints qui n'ont toujours pas été acceptés à l'heure où qui n'ont toujours pas été acceptés pour publication officielle à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est toujours à l'état de préprint, donc c'est toujours à l'état inexistant pour la science. Peut-être un jour vont-ils opérer au changement qui permettrait à ces préprints d'être publiés, mais pour l'instant c'est pas publié. Par contre, il y a déjà des publications qui sont sorties pour contredire les préprints en question, et ces publications, elles sont bien officielles. C'est passé à travers le processus de peer review. Et donc vous avez cette publication qui est sortie cet été, qui enfonce le clou du cercueil, pas de Homo naledi, mais de la théorie que Homo naledi enterrait ses morts, en disant que les analyses que contenaient les préprints de Lee Burger, qui étaient des analyses finalement de la géochimie entre ce qu'il considérait être l'intérieur des tombes et l'extérieur des tombes. Donc, vous savez que si il y a une tombe, ça veut dire que la terre qui est dans le trou n'est pas la même que la terre qui est autour du trou.
Et pour démontrer ça, ce qu'avait fait le Lieberger et son équipe, c'était une analyse géochimique de la Terre, de ce qu'il pensait être l'intérieur du trou et de ce qu'il pensait être l'extérieur du trou. Bon, il se trouve que lui avait trouvé des différences, mais qu'en reproduisant ces analyses, l'équipe de Robin Pickering, ici dans cet article, nous dit que non, en fait, eux, ils retrouvent pas du tout les résultats de Lieberger. Ce qui était déjà ce qu'avait dit le reviewer de l'article qui n'a toujours pas été accepté pour publication. En refaisant les analyses de l'équipe de Lieberger, ils ne retrouvent pas les mêmes résultats, la réplicabilité des résultats n'est pas retrouvée, et vous savez que la réplicabilité des résultats, c'est important en science, c'est ce qui fait la différence entre de la science et de l'imagination. Donc eux ne voient pas les mêmes résultats que Lieberger et son équipe. En parallèle, Lieberger et son équipe n'ont pas publié un nouvel article, puisqu'il s'agit une fois de plus d'un préprint, 161 pages pour, basiquement, en tout cas moi quand je l'ai lu, répéter les mêmes arguments que dans les 3 préprints précédents. Mais en soulignant, en approfondissant un petit peu plus certaines analyses et certains raisonnements, notamment le raisonnement suivant qui est: si c'était Homo sapiens au néolithique, on ne douterait pas qu'Homo naledi a creusé des tombes. Et ça, c'est effectivement ce que j'avais dit dans ma vidéo. Je vous avais dit, si ça avait été Homo sapiens, il n'y aurait eu aucun problème, on aurait accepté que c'était des tombes. Oui, mais c'est pas Homo sapiens, c'est Homo naledi. Et la différence, c'est que pour Homo sapiens, on a un équivalent moderne. Pour Homo naledi, il n'y a pas d'espèce moderne à laquelle se référer. C'est le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme permet de regarder, d'à peine étudier une tombe d'Homo sapiens et de dire ouais ok c'est une tombe, on s'en fout. Tu peux pas faire pareil avec Homo naledi. C'est pas possible. Avec Homo naledi, il va falloir des preuves en béton. Il va falloir trouver, il va falloir voir que la terre qui entoure le corps directement est différente de la terre qui est à l'extérieur de la tombe. Si on ne voit pas ça, d'une manière ou d'une autre, alors que ce soit visuellement parce que la terre est d'une couleur différente, que ce soit géologiquement parce que ce qu'il y a à l'intérieur du trou a une texture, a une dureté qui est différente de ce qu'il y a à l'extérieur du trou. C'est ce qu'on voit par exemple pour des terriers. Les terriers qu'on trouve à 250 millions d'années qui appartiennent à Trinaxodon, un reptile mammalien ancestral. La terre qui est à l'intérieur, c'est de la roche, c'est du grès, et ce qu'il y a à l'extérieur, c'est de la marne. Bon il y a aucun doute sur le fait qu'on est en train de regarder un terrier. Voilà. Et en plus, on voit des traces de griffures sur les côtés du terrier. Donc là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un trou qui a été creusé et qui a été ensuite rempli par une terre qui est différente de la terre extérieure. Donc là, on ne voit pas ça aussi nettement avec Homo naledi. Or, si on veut inférer qu'une espèce qui n'est pas Homo sapiens enterrée ses morts, faut que cette différence soit nette. Il faut que la charge de la preuve est extrêmement importante. La preuve apportée doit être importante, au moins aussi importante que l'hypothèse qui est formulée. Et on ne peut pas partir du principe qu'Homo naledi enterrait ses morts, ce n'est pas possible. Il faut partir du principe qu'il n'enterrait pas ses morts jusqu'à preuve du contraire. Mais bref, le débat fait rage. Le débat fait rage, et on verra bien. J'espère que cet article sera finalement publié après un bon round de peer review, et que enfin on va avoir de la bonne science qui se fait autour des comportements funéraires présumés d'Homo naledi. Comportement funéraire toujours, mais avec des éléphants maintenant. Vous vous rappelez, il y a pas longtemps qu'on avait découvert que les éléphants pouvaient enterrer leurs morts, si le trou avait été déjà fait, évidemment. Les éléphants ne sont pas des animaux fouisseurs, mais s'il y a des trous déjà disponibles, les éléphants peuvent traîner par exemple leur petit jusque dans le trou et enterrer le petit. Donc ça, c'est ce qu'on avait découvert dans un précédent article, et là, dans ce nouvel article publié dans Royal Society, les Proceedings of the Royal Society, ils nous font une liste de tout un tas de nouveaux comportements éléphantesques qui ont été observés autour de leur mort. Donc je vous en fais pas la liste, il y en a plein, il y a des vocalisations, il y a une garde, il y a le traînage des petits, y compris jusque dans des trous. Il y a tout un tas de flappis d'oreilles, là, ils bougent leurs oreilles, ils dansent, enfin bref. Ils font tout un tas de choses autour de leur mort, et tout ça, ça a été documenté par des vidéos YouTube. C'est ça qui est très intéressant, en fait,
c'est que ils ont documenté tous ces comportements-là grâce à des vidéos YouTube qui ont été tournées par d'autres personnes. Donc évidemment, ils ont dû demander des autorisations pour y accéder, hein. Mais bref, ça a été filmé par les nombreuses personnes qui, quand ils rencontrent des éléphants qui font des choses bizarres, sortent leur téléphone et les filment. Et donc c'est à la fois intéressant parce que du coup ça montre une fois de plus les comportements funéraires des éléphants, mais ça montre aussi que la science n'est pas faite que par des scientifiques. La science, elle peut aussi être faite par des gens qui sont simplement suffisamment curieux pour sortir leur caméra quand ils voient quelque chose de bizarre se produire devant eux. Et ça, c'est vachement bien. C'est de la science participative, littéralement. Un autre article sous forme de préprint nous dit aussi que les éléphants d'Afrique, cette fois, donc là, sur l'article précédent, on était sur les éléphants d'Asie, mais là, on est sur les éléphants d'Afrique. Les éléphants d'Afrique s'appellent par des petits noms, nous dit ce préprint qui, on l'espère, va sortir très bientôt. Ils s'appellent par des petits noms. Comment ils s'en sont rendus compte? Alors, c'est pas comme les dauphins qui répètent les petits noms en question, c'est parce que pour les dauphins, on s'était rendu compte qu'ils avaient des prénoms parce qu'ils se répétaient les prénoms les uns les autres. Donc ils s'appelaient mutuellement. Pour les éléphants, on n'a pas constaté ça, donc il a fallu en fait qu'ils enregistrent ce qu'ils supposaient être des prénoms, pour ensuite les rejouer pour voir quel éléphant réagissait. Et ce que dit l'article, en fait, c'est que ça marche au-delà du doute raisonnable, on va dire. Donc au-delà, il y a une valeur statistique qu'on appelle la p-value, tout ça. Donc la p-value est significative, mais enfin ça marche pas à tous les coups non plus. Donc on verra bien quels ajustements vont être apportés à cet article d'ici qu'il soit publié, mais en tout cas, apparemment, les éléphants, ils ont des petits prénoms. Alors c'est des petits, c'est pas des petits prénoms, c'est des gros rugissements, infrasons, mais quand même, c'est intéressant et moi l'intelligence des éléphants, ça me fait toujours un petit truc parce que quand même c'est des beaux animaux et en plus, s'ils sont intelligents, ça ne leur enlève rien. Mammifères toujours, mais on retourne au Mésozoïque. Donc on repart au temps des dinosaures, avec les ancêtres des mammifères, qui étaient des petits animaux qui ressemblaient à des musaraignes. Vous voyez ici une silhouette de ce à quoi pouvaient ressembler ces petits animaux. C'était des animaux de quelques grammes seulement, hein, d'une dizaine de grammes seulement. Et contrairement aux musaraignes actuelles, en fait, on a deux articles qui sont sortis, simultanément dans un dans Science Advances et l'autre dans Nature, qui nous ont raconté peu ou prou la même chose, à savoir que ces animaux de la taille de musaraignes avaient une longévité qui pulvérisait littéralement la longévité des musaraignes, parce que pour un petit animal de 10 grammes, vivre pendant 10 ans, c'est pas normal, et pourtant, il semblerait que ça a été la normale au Jurassique, chez nos ancêtres mammifères du Jurassique. Alors je vais surtout me baser sur cet article-là, parce que dans cet article-ci, ils ont fait la même étude dans les deux articles, mais là, il y a qu'une seule espèce qui a été étudiée, alors que dans celui-là, il y en a plusieurs qui appartiennent à différentes familles de mammifères mésozoïques. Vous avez notamment les mammaliamorphes basaux, que sont les Morganucodontidés. Vous avez les docodontes, à laquelle fait partie cet animal-ci dans l'autre étude. Vous avez les cladotères, donc qui est un groupe qui se situe entre les monotrèmes et les mammifères marsupiaux et placentaires. Donc c'est un groupe de mammifères qui est complètement disparu aujourd'hui, mais qui techniquement serait plus proche de nous que nous ne le sommes de l'ornithorynque. Et puis vous avez deux autres groupes, les triconodontes et les multituberculés. Les multituberculés qui sont attachés d'ailleurs aux monotrèmes. Donc ils sont plus proches des monotrèmes que de nous, par contre, les multituberculés. Bref, vous avez une phylogénie là qui rappelle tout ça juste au-dessus. Donc vous pourrez aller la voir, je vous mettrai les liens évidemment vers les articles en description pour que vous puissiez aller le voir. Donc on a plusieurs espèces qui ont été étudiées, et comment elles ont été étudiées, comment on réussit à regarder la longévité d'un animal qui s'est éteint il y a 150 millions d'années. Eh bien on regarde ses dents, on fait des coupes à l'intérieur des dents, des coupes digitales en l'occurrence, qui ont été faites par Synchrotron, entre autres à Grenoble, en France. Et ces coupes digitales en fait permettent de regarder, un peu comme on regarde les cernes d'un arbre, on va regarder les cernes de sément. Il y a 3 grands composants dans vos dents, il y a l'émail, la dentine et le sément. Là, il regarde le sément, donc il y a des couches de sément,
Et ces couches de sément, ils ont réussi à déterminer que d'une, il y en a une par an qui se déposait, que de deux, l'épaisseur de ces couches de sément est proportionnelle à la taille de l'animal. Donc en gros, plus un animal va grandir vite et plus la couche de sément qui va être déposée sera épaisse. Et de trois, comme vous avez une couche de sément par an, il suffit de compter les couches de sément pour savoir à quel âge est mort l'animal. Et ce faisant, ils ont pu obtenir ces graphes ici. Vous avez ici l'épaisseur de sément déposée, donc la vitesse de croissance, et ici à l'horizontale, vous avez les années de numérotées de 1 à 12 pour toutes les espèces. Et ce qu'on voit, c'est que chez les mammifères modernes, chez les petits mammifères modernes, comme justement les musaraignes, qui normalement devraient être l'analogue le plus proche de nos ancêtres, les mammifères du Mésozoïque, on a une croissance qui est d'abord très rapide et qui diminue très vite. Donc la taille adulte est atteinte très rapidement. Et à 5 ans, en gros, tout le monde est mort. Voilà. Et à l'opposé, vous avez nos mammifères mésozoïques qui, eux, grandissent finalement un peu comme des reptiles. C'est-à-dire que ils grandissent, ils ont une croissance qui est à peu près la même tout au long de leur vie, donc une croissance qui est quasiment continue, un peu comme les reptiles modernes, et en plus, ils avaient une longévité qui dépassait largement les 8 ans, qui pouvait atteindre très facilement les 10 ans. Et c'est aussi ce que suggère cette étude-là, qui est faite par des personnes, qui est faite par une équipe complètement indépendante, publiée dans un journal complètement différent. Donc c'est un résultat qui est très très robuste. On a donc cette différence, et alors la question, du coup, ça devient, si les ancêtres mammaliens, là, les premiers mammifères du tout début du Jurassique, avaient une croissance de reptiles, c'est à quel moment que la croissance mammalienne s'est développée? Ça s'est développé chez les cladotères, les fameux cladotères qui sont phylogénétiquement, ils sont entre les monotrèmes et les marsupiaux et les placentaires. Donc c'est chez ces cladotères, en fait, qu'on commence à avoir des longévités des alentours de 4-5 ans, et vous voyez une croissance à l'âge adulte qui est très inférieure à la croissance à l'âge juvénile, quoi. Donc là, vous avez cette descente, là, c'est ce toboggan qui se forme, qui est exactement le même toboggan qu'on retrouve chez les petits mammifères modernes. Puis après, vous avez évidemment les grands mammifères modernes qui ne sont jamais que des versions des petits mammifères modernes, mais qui ont été avec une longévité allongée, quoi. C'est ce que un article précédent qu'on avait traité dans un Paléo News avait appelé le goulet d'étranglement de la longévité. Et justement, là, on le voit en direct, ce goulet d'étranglement de la longévité, il a eu lieu ici, en fait, chez les cladotères. Donc, entre ici les mammifères placentaires et marsupiaux, et les monotrèmes qui devraient normalement se trouver par là, puisqu'on a la branche des multituberculés qui monte par ici. Donc, les monotrèmes, ils devraient se trouver là, et les cladotères, ils sont ici, entre les deux. Donc, c'est chez eux que le goulet d'étranglement est arrivé, et ça vient, alors on suppose de quelque chose de tout à fait, de tout à fait logique, ce qui est que d'abord les mammifères sont devenus tout petits, et en fait ils étaient longilives, donc ils vivaient très longtemps, sauf que ça arrivait assez rarement qu'ils atteignent l'âge de 10 ans, parce qu'ils se faisaient bouffer avant, évidemment ils étaient tout petits et sans défense, donc la sélection naturelle finalement n'avait plus lieu à partir d'un certain âge. Enfin, la sélection naturelle n'avait plus lieu aussi à partir d'un certain âge, et donc ils ont commencé à accumuler des mutations après l'âge de la reproduction, les mutations en question réduisant l'espérance de vie de plus en plus, jusqu'à ce que l'espérance de vie atteigne plus ou moins l'âge de la maturité sexuelle, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on finit avec des mammifères qui vivent très vite, se reproduisent très tôt et crèvent très tôt. Parce que sélection naturelle a éliminé en fait cette longévité. Si ça avait pas été c'est de leur faute. Voilà, c'est de leur faute si on vieillit. c'est arrivé là, c'est arrivé au Jurassique. c'est à cause d'eux maintenant qu'on a des cheveux gris. Pour ça d'ailleurs qu'on a des signes de vieillesse qui sont beaucoup plus apparents chez les mammifères longilives que chez les oiseaux ou chez les reptiles par exemple. Vous pouvez pas déterminer l'âge d'un crocodile juste en le regardant, ou d'un oiseau juste en le regardant, c'est très difficile. Par contre, vous pouvez déterminer qu'un mammifère est très vieux juste en le regardant. Il est notamment parce qu'il a les poils gris, il a les yeux un peu ternes et voilà. Donc les signes de ces naissances sont beaucoup plus prononcés chez les mammifères à cause de eux là, de ces musaraignes du Jurassique, là. Des cladotères. Bref.
Et alors cet article-ci, alors l'article de Nature non, mais dans l'article de Science Advances, ils font aussi une hypothèse sur l'endothermie qui est que l'endothermie aurait évolué en même temps que la croissance boostée des cladotères comparée à leurs ancêtres qui grandissaient de façon continue tout au long de leur vie. Bon la croissance boostée qui corrèle avec le métabolisme, c'est un truc qu'on a proposé plein de fois, hein. On l'avait proposé par exemple dès les années 80-90 avec les dinosaures, hein. Les cernes de croissance dans les os qui montraient une croissance très rapide chez les juvéniles, on avait dit forcément ils étaient endothermes, forcément. Bon, on sait aujourd'hui que c'est pas si simple, notamment par des études des crocodiles qui ont montré que même les crocodiles en étant juvéniles pouvaient grandir extrêmement vite. Donc la corrélation entre croissance rapide et endothermie, elle est pas si évidente que ça. Et surtout, on a d'autres proxys pour l'endothermie qui tentent à montrer que les mammifères étaient déjà endothermes en fait, avant même de devenir des mammifères. Donc quand ils étaient encore reptiles mammaliens, ils étaient déjà endothermes, ou probablement déjà endothermes. Donc il n'y a pas forcément de corrélation entre ça et l'endothermie, mais en tout cas c'est déjà intéressant de voir quand le goulet d'étranglement de la longévité a eu lieu. Et si vous vous posez la question, donc c'est au Jurassique. Voilà. On s'éloigne des mammifères, on rentre maintenant chez les poissons, avec les poissons à poumons, les lungfish, qu'on appelle autrement les dipneustes en français. Ces dipneustes, une analyse génétique récente, publiée dans Nature une fois de plus, a montré que les dipneustes, ils avaient vachement plus d'ADN que nous. Les dipneustes, et notamment l'espèce australienne, l'épidosirène, a 30 fois plus d'ADN qu'un être humain. Et cette étude suggère que sur les derniers 100 millions d'années, la quantité d'ADN a augmenté de 10 fois en fait la quantité d'ADN qu'un humain possède. Ça veut dire qu'en 100 millions d'années, en fait, ils ont 10 génomes humains qui se sont rajoutés à leur génome. Donc ils ont une quantité d'ADN qui est absolument colossale et qui s'est accumulée en grande partie sur les derniers 100 millions d'années de leur histoire, ce qui veut dire que les dipneustes, contrairement à la croyance populaire, ne sont pas des fossiles vivants. Les dipneustes évoluent toujours, et ils évoluent très très vite. Leur ADN, leur génome évolue extrêmement vite, notamment à cause de séquences qui s'appellent des transposons. Donc les transposons, c'est ce qu'on pourrait appeler des gènes égoïstes. Ce sont des gènes en fait qui se dupliquent, qui n'ont pas forcément de fonction d'ailleurs. Ils n'ont pas forcément d'autre fonction que de s'auto-répliquer. Ce sont des gènes sauteurs, quoi. Enfin, ce sont même pas des gènes d'ailleurs, ce sont des séquences d'ADN sauteuses qui se reproduisent par elles-mêmes. C'est un peu comme des virus à l'intérieur d'un génome, ils font ce qu'ils veulent, et ils se reproduisent comme ils veulent, et puis tant qu'ils font pas de dégâts dans les autres séquences génétiques, ma foi, ils le font comme ils veulent, ça n'a pas vraiment c'est pas vraiment contre-sélectionné, en fait, tant que ça provoque pas de défaut majeur, en réalité. Donc c'est un exemple très typique, en fait, d'évolution, mais neutre, du coup. Évolution qui n'a pas d'effet direct sur le phénotype. Donc oui, ils ont l'air de ne pas avoir évolué quand on les regarde de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça bouillonne de l'ADN en continu. On sort des vertébrés, maintenant on va parler d'invertébrés, en commençant par les arthropodes, avec ce nouvel arthropode de Chine, publié dans Nature. Nouvel arthropode de Chine qui est en fait une larve, mais quelle larve, regardez la préservation. Ils ont là, vous voyez, reconstitué en 3D les organes internes, tout est préservé, tout est nickel, tout est là, c'est comme si la larve était moderne, sauf que c'est un lobopode, c'est-à-dire que c'est un petit cousin d'Hallucigenia. En fait, on reconnaît bien d'ailleurs la forme de la tête très hallucigéniesque. Donc c'est une larve d'un truc qui devait ressembler à Hallucigenia, sauf que la préservation est de ouf. Vous voyez les yeux, vous voyez les petites papates là comme ça. Et tous les organes à l'intérieur sont préservés entièrement en place, comme s'il était moderne. Moi, on me l'aurait pas dit, j'aurais cru que c'était une larve moderne. Bon, ça nous apprend pas de ouf, vu que c'est qu'une larve, vu que c'est pas un adulte, ça nous apprend pas grand chose de ouf,
de nouveau, hein, le système nerveux est très proche de celui des arthropodes modernes, le système digestif est très proche des arthropodes modernes, le système respiratoire est aussi très proche des arthropodes modernes, mais quand même, ça, rien que pour la préservation, c'est un peu comme le trilobite de la dernière fois, c'est hallucinant. C'est absolument hallucinant. On reste avec les arthropodes, avec les euryptérides, les fameux scorpions de mer géants, enfin les fameux scorpions de mer dont certains étaient géants. Vous voyez par exemple un beau spécimen ici de 1,25 m de long, de scorpions de mer. Hein. Si vous connaissez Nigel et sa série sur les monstres préhistoriques, vous avez vu les scorpions de mer, les euryptérides. Et cet article donc qui est paru dans Proceedings of the Royal Society, une autre revue prestigieuse, nous dit qu'en fait, le gigantisme n'a pas évolué qu'une seule fois chez les euryptérides, il a évolué plein de fois, et en l'occurrence, ce graphe nous montre, vous voyez, chaque fois que ça dépasse 1 mètre, là, il y a une étoile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bon, et puis là, ils sont tous un ancêtre commun, donc on va dire que ça compte que pour 12. Enfin, ça compte que pour 1, quoi. Donc là, au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois, indépendamment, les euryptérides ont évolué une taille supérieure à 1 mètre de long. Et là où c'est très très marrant, c'est que cet article, en fait, ils ont testé l'environnement, enfin, ils ont testé l'évolution de la grande taille en fonction de l'environnement, en fonction de la phylogénie, les températures, les machins, les tout, ils ont tout regardé, ça corrèle avec rien du tout. C'est-à-dire que les euryptérides, ils deviennent grands quand ils veulent, et ils t'emmerdent. Ils font ce qu'ils veulent, les gars. Si on a décidé de devenir des scorpions géants, c'est nous qu'on décide, c'est pas l'environnement, c'est pas la sélection naturelle, on s'en fout. Donc si vous me demandez à quoi ça sert d'être géant quand on est un scorpion géant, eh ben je te répondrai on n'en sait rien. Sauf que c'est pas on n'en sait rien, genre on s'est jamais posé la question, c'est on n'en sait rien, on a cherché, on n'a rien trouvé. On a tout testé, l'environnement, l'habitat, il parle aussi du niveau d'oxygène, vous voyez, donc au cas où vous vous posiez la question, c'est peut-être comme les méganeuras ou carbonifères, tout, non, c'est pas le niveau d'oxygène non plus. Il y a rien qui corrèle avec l'évolution d'une grande taille chez les euryptérides. Et moi je trouve ça prodigieux. Je m'en fous des scorpions géants, mais quand tu me dis les scorpions géants, ils sont devenus géants sans aucune raison apparente, là tu m'intrigues. Là tu m'intrigues de fou. On recule encore dans le temps et on arrive à l'Édiacarien. L'Édiacarien, c'est l'époque des tout premiers, enfin la première grande radiation des organismes multicellulaires. Et ce nouvel article dans Science Advances nous dit que il y a eu plusieurs pulses, on va dire, d'évolution d'organismes multicellulaires répartis entre 600 millions d'années et 500 millions d'années, en gros, 580 à 530 millions d'années. Il y a eu plusieurs pulses. Le premier que vous voyez ici, là, chaque barre représente une lignée, quoi. Donc vous avez un premier pulse ici qui correspond aux rangéiformes, c'est les édiacariens, mais qui ressemblent un peu à des fougères, même si ça n'avait rien à voir avec des plantes, mais ça ressemble vaguement à des plantes. Ensuite, vous avez un deuxième pulse ici à environ 550 millions d'années, qui correspond aux édiacariens les plus classiques. Vous voyez, le Tribrachidium par exemple, le Spirigina, bref, ces animaux très emblématiques de l'édiacarien. Donc ça, c'est le deuxième pulse, et vous avez un troisième et un quatrième pulse qui correspond aux Cloudina et à des trucs que personne connaît respectivement. Ils sont essentiellement des traces fossiles, quoi, que ce soit les Cloudina ou ces trucs-là, c'est essentiellement les traces fossiles. Mais déjà là, on arrive quasiment au début du Cambrien. On est même d'ailleurs complètement au début du Cambrien. Donc voilà les 4 grands pulses de diversification de l'édiacarien. Donc déjà, parler de l'édiacarien comme d'un événement de diversification, c'est une erreur, il y en a plusieurs. Et en fait, chaque événement de diversification, ils ont regardé les niveaux de carbone, enfin les isotopes du carbone, et en fait, quand le delta C13 descend, ça veut dire qu'il y a une oxygénation. Donc quand on va vers la gauche ici, ça veut dire qu'il y a une oxygénation. Et en fait, à chaque fois que le delta C13 descend, vous avez un nouveau pulse qui a lieu. Vous voyez, là, il y a le delta C13 se pète la gueule, vous avez un nouveau pulse de diversification ici. Ici, vous avez le delta C13 qui se pète la gueule à ce niveau-là. Vous avez un pulse de diversification qui a littéralement lieu pendant que le delta C13 est au plus bas.
Et pareil ici, vous avez le delta C13 qui descend, et tout le long où le delta C13 est au plus bas, vous avez une radiation, une augmentation du nombre de taxons d'édiacariens. Et ça veut dire que les édiacariens, ils aimaient beaucoup l'oxygénation. Et ça irait potentiellement avec l'idée que ils respiraient en fait par la peau, on va dire, enfin par leur surface, parce qu'on sait même pas si c'était de la peau ou pas. Pour appeler ça de la peau, faudrait que ce soit de l'ectoderme, et on n'est même pas sûr que ce soit de l'ectoderme. Donc bon, bref. Ça irait bien avec l'idée qu'ils respiraient de par leur surface, en gros, et que du coup, quand l'oxygène augmente, eh bien, vous avez une nouvelle radiation évolutive des diacariens qui aurait lieu. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Mais déjà, rien que le fait d'apprendre qu'il y a plusieurs pulses, moi, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant. Et on termine, là, on a fait la grande descente phylogénétique, hein, on était aux humains, et puis on a reculé de plus en plus dans la phylogénie, on a fait les dinostes, on a fait les invertébrés, on a fait les édiacariens, on remonte jusqu'à Lucas maintenant. On est remonté jusqu'à l'ancêtre en commun de la vie tout entière, Lucas. Last Universal Common Ancestor, l'ancêtre en commun de la vie tout entière, quoi. C'est ça que ça veut dire, Lucas. Et Lucas nous dit ce nouvel article publié dans Nature, Ecology and Evolution, pour une fois c'est un truc qu'on a déjà vu, c'est que en fait ils ont fait une analyse phylogénétique, plusieurs analyses phylogénétiques à base d'ADN d'espèces modernes, génomique hein, évidemment, l'entièreté du génome, et ils ont grâce à ça pu retracer en fait toute l'évolution de la vie depuis Lucas. Et là, en l'occurrence, ils ont branché deux arbres ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont enraciné l'arbre de la vie avec lui-même. Ce qui est une approche tout à fait originale, je trouve. Utiliser la vie comme groupe externe de la vie elle-même. De toute façon, comme on n'a pas de non-vie avec de l'ADN, par définition, j'ai envie de dire, du coup, ça laisse pas trop de choix sur qui peut enraciner le groupe en question. Mais là où avant, en fait, je voyais des arbres non racinés, là, on a choisi comme outgroup la vie elle-même. Et ça leur permet de pouvoir reconstituer à quoi ressemblait Lucas, l'ancêtre en commun, quels gènes possédait Lucas, parmi les gènes qu'on retrouve aujourd'hui chez les espèces modernes. Alors, il y a peut-être des gènes qui ont été perdus, hein, mais bon, ça, on n'a aucune trace de cela, évidemment. Tout ce qu'on a, c'est les gènes qui sont en commun. Et évidemment, il y a beaucoup de gènes, en réalité, qui sont en commun, comme le suggère cette figure dont je comprends que dalle. Dans les gènes qui sont en commun, on a notamment des gènes qui appartiennent généralement aux prokaryotes, donc aux bactéries. Donc la quasi-totalité des gènes qu'on retrouve chez les... Enfin, la quasi-totalité des gènes qu'on retrouve chez Lucas sont des gènes qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle les bactéries. Mais en plus, on retrouve des gènes qui permettaient à Lucas d'être anaérobique, c'est-à-dire de vivre dans un environnement sans oxygène, ce qui n'est pas une surprise puisque l'oxygène n'est apparu que pendant la grande oxydation, enfin ne s'est enrichi dans l'atmosphère et dans l'océan que pendant la grande oxydation, c'est-à-dire bien après Lucas, hein, autour de 3 à 2 milliards d'années. Et il était acétogène, c'est-à-dire que en plus de survivre dans un environnement sans oxygène, bien il utilisait la fermentation pour survivre. Bon, ça c'est pas une grosse surprise, hein. Les organismes anaérobies d'aujourd'hui, quand ils ne sont pas autotrophes, utilisent la fermentation pour digérer ce qu'ils mangent. Donc ça c'est pas vraiment une grosse surprise. La grosse surprise, elle vient du fait que Lucas avait déjà un système immunitaire. C'est ce que j'ai surligné ici. Donc il y a plusieurs gènes en fait qui sont des gènes du système immunitaire qui sont communs à absolument toutes les espèces actuelles et qui donc devaient être présents chez Lucas. Et ça veut dire que Lucas, il était pas tout seul. Bah oui, hein, s'il y a des trucs qui attaquaient Lucas, ça veut dire que Lucas vivait dans un écosystème. Et d'ailleurs ça va tout à fait avec le fait qu'il utilisait un système de digestion anaérobie. Bah oui, s'il utilisait un système de digestion, c'est qu'il devait bien digérer quelque chose, Lucas. Donc Lucas appartenait à un écosystème, bon bah évidemment de trucs qui étaient même pas encore des prokaryotes, hein, de trucs qui étaient vivants mais non prokaryotes, qu'on aurait certainement identifié comme des bactéries, hein, soyons pas non plus complètement obtus, mais
C'est pas, en réalité, ce n'était pas des bactéries, parce que ça n'est pas descendant de Lucas, c'est du proto-vivant, en fait. Lucas faisait partie d'un environnement de proto-vivants, et ces proto-vivants, eh bien, Lucas s'en protégeait, et Lucas s'en nourrissait. Donc, c'est bien la preuve qu'avant Lucas, avant le dernier ancêtre commun de tous les êtres vivants d'aujourd'hui, il y avait eu d'autres choses. Il y avait du pré-Lucas. Voilà, c'est l'idée qui est vendue là dans cet article-là. Il y a eu du pré-Lucas, il y a eu des choses avant le tout premier ancêtre, enfin avant l'ancêtre de toute la vie d'aujourd'hui. Et c'est logique parce que Lucas, il avait déjà de l'ADN, et l'ADN c'est une molécule très complexe, très difficile à produire. Donc c'est logique qu'avant Lucas, il y ait eu des choses qui n'utilisaient pas d'ADN ou qui utilisaient une forme primitive d'ADN, et qu'avant eux encore, il y avait des machins qui utilisaient même pas d'ADN du tout, qui utilisaient complètement autre chose. Bref, cette étude prouve qu'il y a bien eu un avant Lucas, et c'est ça qui est très intéressant. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens, et je vous dis à très bientôt.